Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis, une fois n'est pas coutume, exceptionnellement avec Charles Gave, ici présent. Très content d'être là. Ça va, on est donc jeudi combien 21 avril, donc au moment où on enregistre cette vidéo, évidemment, nous n'avons pas les résultats du second tour de l'élection présidentielle de l'édition 2022. Cependant, hier soir s'est déroulé le fameux débat présidentiel donc entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va en parler un petit peu. Je trouve que même s'il y a 2h50 de débat, il n'y a pas énormément de choses à dire. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé, Charles, de ce débat ? Je me suis ennuyé. Ah oui, moi aussi. Et comme beaucoup de gens, surtout au début. Surtout au début. Et alors je regardais, alors comme ce qu'ils disaient n'était pas bien intéressant, parce qu'on sentait tellement qu'ils avaient été coachés par leurs équipes de communication qu'ils faisaient attention aux mots qu'ils disaient, ils faisaient attention à tout. Je me suis intéressé un petit peu à la gestuelle physique. Sur Marine Le Pen, il n'y avait pas grand-chose à dire, elle se tenait bien, contenant. Sur le président, il était un peu voûté, l'air sarcastique, l'air méchant. Enfin, j'ai trouvé que, sans parler de ce qu'il disait, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, la façon dont il se tenait n'était pas digne. Mais enfin, voilà, c'est ce que je vais dire. Il avait l'air d'être exaspéré d'être là, et qu'on le force à... Lui qui avait tous ces talents immenses, qu'on le force à ces simulacres, ça l'agaçait, quoi. Mmh. Vous avez été un petit peu déçu. Est-ce que vous attendiez à quelque chose de mieux quand même ? J'ai été déçu, oui, j'ai été déçu, mais surtout, j'ai trouvé que les 8 questions qu'ont posées les journalistes n'avaient aucun intérêt. Mmh. C'est-à-dire que si on vous pose que des questions qui n'ont aucun intérêt, vous devez, par exemple, sur la première question qui les excitait tous énormément, c'était le pouvoir d'achat. Oui. Comment voulez-vous que le pouvoir d'achat augmente dans une économie où l'État fait 62% du PIB ? Donc, je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où ce soit passé. Il a toujours baissé partout et toujours. Donc, le président nous dit qu'il a augmenté, je ne sais pas comment il fait ses calculs, mais c'est n'importe quoi. Le nombre de gens qui vont à la soupe populaire n'a pas arrêté d'augmenter, etc. Donc on sait très bien que la France s'est appauvrie pendant ces 5 ans, quoi. Il faut être idiot pour ne pas le reconnaître. Et puis elle n'a pas vraiment embrayé sur le fait, elle l'a fait un petit peu, mais que dans le fond la misère a augmenté en France, quoi. Il suffit de se promener dans la rue, on le voit. Donc je veux dire, j'ai eu une impression d'un débat des années 70... tout était tellement convenu, tellement évident que... voilà, en fait, je me suis ennuyé, quoi. Ouais. Moi aussi, comme beaucoup de gens, je proposais un truc ce matin sur Twitter, je faisais une proposition. Je disais il faudrait interdire la mention de chiffres dans les débats présidentiels parce que ça donne un côté très technocratique, ça ennuie tout le monde. Et en plus de ça, ça m'énerve vraiment que le mec qui quand même nous a fait pendant son quinquennat, nous a augmenté la dette de 600 milliards, nous fasse des comptes d'apothicaire derrière en disant Marine Le Pen, ici dans votre programme, vous avez oublié 20 euros. Et du coup, il passe pour le génie de l'économie. Elle a eu du mal à répondre objectivement sur ces accusations-là. Et du coup, ça passe. Mais c'est insupportable. Et puis, le rôle du président, c'est pas de s'occuper de l'intendance. De Gaulle disait l'intendance suivra, quoi. Et puis, si vous voulez, le rôle de Napoléon, c'est pas de s'occuper de faire arriver les caisses de nourriture avant la bataille d'Austerlitz, c'est de gagner, c'est de faire la bataille d'Austerlitz, c'est de la gagner. Donc je regarde ça avec stupéfaction, je me dis, on est arrivé maintenant dans l'esprit des journalistes et de certains politiciens à l'idée que celui qui est le plus rasoir en décrivant de façon visuelle un tableau Excel, est le plus intelligent. C'est ça, exactement. Mais le tableau Excel, c'est d'un ennui foudroyant, quoi. Je sais pas, moi, je regardais ça, je me disais, mais à qui pense-t-il parler ? C'est ça manque énormément de vision, et en plus de ça, on sait que c'est quand même un terrain extrêmement favorable pour
pour Emmanuel Macron parce que voilà, c'est un banquier, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est un énarque, donc il est C'est tout ce habitué qu'il au sait tableau faire. Excel. C'est tout ce qu'il sait faire. Il oui. a jamais. Donc, bon, je sais pas, puis il y avait tout un surnom, un certain nombre de sujets dont on avait dit probablement à Madame Le Pen qu'elle ne devait pas parler. Je sais pas, le Alstom, tout ça dont on n'a pas parlé du tout. Donc, ça. Et puis alors j'ai trouvé la tirade sur le fait qu'elle était féodée à la Russie, parce qu'elle avait emprunté de l'argent à la Russie, parce qu'en France, on avait donné l'ordre aux banques de ne pas prêter au Rassemblement national. Indigne. J'ai trouvé ça d'une bassesse, mais alors... Oui, moi aussi. J'ai trouvé ça, mais insensé, quoi. Surtout quand on sait les saloperies que lui, il a fait, quoi. Oui, c'est ça. C'est que lui, il n'a pas hésité une seule seconde. Il y a un scandale vis-à-vis du Rassemblement national, c'est les prêts à des banques russes. D'ailleurs, si on considère que c'est un scandale, on n'est pas obligé de considérer que c'est un scandale. Ils avaient donné l'ordre aux banques françaises de ne pas prêter. C'est ça, donc évidemment, ça leur fait... vous savez, quand vous avez besoin d'argent, vous n'allez pas demander la couleur des dents du cheval qu'ils vous prêtent. Hein, oui, bien sûr. Bah, évidemment, ça leur fait pas plaisir d'emprunter de l'argent à des banques russes. Ils aimeraient bien emprunter à des banques françaises, mais elles ne veulent pas. Donc c'est un parti politique qui a... Parce qu'elles sont sous le contrôle de l'inspection des finances et que l'inspection des finances a décidé qu'on ne prêterait pas. C'est ça. Bon, très bien, mais monsieur Macron est inspecteur des finances, donc voilà. Donc, non, mais on se fout de nous, quoi. Donc c'est ça qu'on a vu, c'est que lui, il n'a pas hésité une seule seconde à aller à fond là-dessus, tandis que de l'autre côté, il y a aussi toute une série de scandales sur le quinquennat, et même d'ailleurs avant de sa période de ministre, et Marine Le Pen n'a pas du tout voulu aller là-dessus. Elle a évoqué un très bref instant McKinsey, mais ça s'est arrêté là. Donc après, c'est encore une fois... donc elle ne voulait pas que ça tourne en une bataille de rue. C'est ça. Je comprends bien. Elle s'est dit, je vais jouer le rôle de Madame Merkel, quoi. Ouais. On va voir. Maintenant, on va voir le résultat. On va voir, oui. C'est une stratégie... honnêtement, je ne sais pas quelle aurait été la meilleure stratégie, parce que c'est vrai que, d'un autre côté, on avait énormément d'attentes et de frustration vis-à-vis du quinquennat. Du coup, on attendait vraiment quelque chose de spectaculaire. Ceux qui veulent savoir les faits sur, honnêtement, à la décharge de Mme Le Pen, ceux qui veulent savoir les faits objectifs sur Macron, ce qu'il a fait avec Alstom, ce qu'il a fait avec EDF, ce qu'il a fait avec Rothschild, ce qu'il a fait avec tout ça, on le sait. Donc, c'était pas la peine de le répéter. Je ne crois pas que quiconque aurait appris, si quelqu'un avait parlé de l'affaire l'Alstom, s'il n'y a pas un Français qui vote qui ne savait pas ce qui s'est passé avec Alstom, ou qui a une vague idée. Donc, peut-être elle a raison, j'en sais rien. On verra le résultat. Peut-être, oui. En tout cas, je tiens pas à me... Je tiens pas à me placer en arbitre là-dessus. Je ne sais pas quelle aurait été la meilleure stratégie, donc bon... mais alors derrière, globalement sur le débat, j'aimerais dire qu'elle a, à mon sens, raté le début, où elle a été vraiment trop molle, elle a manqué de répondants, et elle paraissait pas certaine sur ses dossiers. De plus, là pour le coup, je pense manquement de stratégie là-dessus. Elle s'est faite plus l'avocate de son propre programme que l'adversaire du quinquennat, enfin du bilan d'Emmanuel Macron. Alors ce qu'elle a fait sans arrêt, c'est qu'elle a parlé aux petites gens, c'est-à-dire elle a dit, vous vous rendez pas compte, ces gens qui sont là, qui s'est fait... Et ça, c'était peut-être une stratégie qui est payante, parce qu'elle a parlé de ceux qui avaient souffert vraiment d'une baisse du pouvoir d'achat. Ouais. Je sais pas. Je pense que c'était pas forcément une mauvaise stratégie sur on verra. De toute façon, c'est elle qui est candidate. Elle a suivi une stratégie depuis le début de faire taille basse, si j'ose dire. On la voit pas. De pas faire de bruit. Ça l'a plutôt bien réussi jusqu'ici, donc puisqu'elle est au deuxième tour, donc on verra, quoi. Peut-être elle est plus maligne que ce que je pensais, mais moi, mais bien entendu, si j'étais dans un débat, je rentrerais dans l'autre avec beaucoup de vigueur et beaucoup d'enthousiasme, mais voilà, mais je suis pas candidat. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, elle a eu vraiment la stratégie inverse du débat de 2017, où elle s'est voulue beaucoup plus pugnace, beaucoup plus dure. Sauf que malheureusement, ça allait avec quelque chose avec une non-maîtrise de ses dossiers. Donc il y avait beaucoup de... Et puis il n'avait pas été au pouvoir pendant 5 ans. Hein. Oui, c'est ça, il n'y avait pas le bilan. Il avait eu un petit bilan en tant que ministre de l'économie, mais c'était pas assez suffisant. Donc bon, on verra bien. Pour ma part, place au vote. Je pense que globalement, elle a
légèrement perdu le débat. Elle s'est plutôt bien relevée sur la fin, où je l'ai trouvée meilleure, au moins sur la dernière heure qu'Emmanuel Macron. Malheureusement, la dernière heure, il y a assez peu de gens qui la regardent. Et ça circule sur le net. Oui, ça circule un petit peu. Je sais pas à quelle ampleur, mais bon. Enfin, c'est encore un petit peu tôt, en vrai, pour juger. Mais j'ai vu une statistique très intéressante qui sortait ce matin. C'est combien de gens ont changé d'opinion après le débat? 0. Oui, non, ça, je pense que personne n'a changé d'opinion. Ouais. Donc, grosso modo, ça n'a rien changé. Et les gens vont voter comme ils allaient voter avant. Donc, on va voir. Tout à fait. Par ailleurs, même si, à mon avis, ça va pas changer grand-chose au vote des personnes de gauche qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, mais à mon avis, ça n'a pas été très bon quand même pour entretenir ce report de voix, le fait d'avoir eu cette attitude de professeur dominateur. J'ai pas trouvé qu'il était dominateur, je l'ai trouvé même assez mauvais, mais il avait l'air exaspéré. Il avait l'air fâché, il avait l'air exaspéré. Qu'est-ce que je fous ici? Un génie profond comme moi qu'on en force à essayer de... Il avait l'air exaspéré, donc j'ai regardé ça avec beaucoup de surprise, parce que quand vous êtes vraiment un démocrate, si vous voulez tout, vous aimez le débat. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous rigolez à l'idée d'aller... Moi, j'ai été un joueur de tennis aussi, si vous voulez. J'étais très content d'entrer sur le court, parce que j'allais me mettre sur la gueule avec le mec d'en face, quoi. Donc, il y a une espèce de joie à la compétition, quoi. Ouais. Et lui, on sent bien qu'il n'aime pas du tout être mis en cause. Non. Bah, d'ailleurs, pendant son quinquennat, il a vu, été... Hein. Ça a été la première et la dernière fois qu'il a eu un débat sur son bilan. Et on voit bien que... Il a pas du tout aimé ça pendant le quinquennat. Il a toujours eu des journalistes extrêmement sympathiques avec lui. Les autres étaient virés, alors c'était vite fait, quoi. Ouais. Et puis les journalistes ont une tendance naturelle à suivre un petit peu le candidat du système, surtout quand il a cette image... S'il a cette image de jeune, dynamique, etc. Enfin bref, ça leur change pas la vie pour eux, à Gilles Boulot, qu'Emmanuel Macron soit au pouvoir. Ce qui est intéressant, hormis même en dehors du débat, et là on va faire un petit peu on va jouer les prophètes comme il y a 2 semaines. Et prédire le futur, c'est... Mais on n'a pas trop mal réussi la dernière fois quand même. Ouais, c'était plus facile parce que c'était plus facile, c'est parce vrai. Que c'était pas définitif, tandis que là c'est un oui ou un non. Mais là ce qu'on voit, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est notamment les reports de voix de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Donc, alors là il y a eu quelque chose d'intéressant, il y a le Canard enchaîné qui a publié les emails, vous avez vu? Ah non, j'ai pas vu ça. Il a publié les emails entre Mélenchon et Macron. Ouais. Mélenchon qui expliquait à Macron comment il devait faire pour reprendre les voix de Mélenchon, quoi. Ah d'accord, oui, j'ai pas vu ça. Et donc c'est assez rigolo parce que vous vous rendez bien compte que on l'avait déjà vu plusieurs fois avec les insoumis, c'est que ils ont une attitude d'insoumis, mais ils discutent très bien avant en disant bon moi je dirais ça, toi tu diras ça, etc. Donc ils font partie du système. Donc Mélenchon, on s'est rendu compte, on le savait déjà, mais il fait partie du système plus que quiconque d'autre. Les gens qui votent insoumis parce qu'ils sont insoumis, il n'y a pas plus soumis que Mélenchon, quoi. Oui. C'est un faux révolté. C'est littéralement la voiture balai d'Emmanuel Macron, et ça s'explique par quelque chose qui est assez concret, c'est que peut-être à part ceux qui sont de la France profonde et qui votent Mélenchon, à part ceux-là, ils ne vivent pas vraiment dans leur chair le désastre que ça représente pour le pays. Ben d'abord parce qu'ils sont à la retraite ou qu'ils sont jeunes. Ils ne travaillent pas. Exactement. Les électeurs de Mélenchon ont une caractéristique, c'est soit ils sont trop vieux, ils ne travaillent plus, soit ils sont trop jeunes, ils ne travaillent pas encore. Pour ceux, par exemple, qui vivent dans les villes, Emmanuel Macron, ça leur change pas grand-chose. Pour les jeunes étudiants. Pour ceux qui vivent dans les banlieues sont arrosés Emmanuel Macron ou pas Emmanuel Macron. Mm-hmm. Donc ça leur change pas grand-chose. Et en réalité, surtout quand on voit que cette gauche-là, elle met beaucoup plus l'accent sur ce qui est sociétal, sur ce qui est culturel que sur ce qui est économique, en fait, Macron, sur ce plan-là, c'est juste du mélenchonisme soft.
donc ça leur va très bien, et ce sont en fait des opposants de salon. Et là, je vois, j'ai des courbes de report de voix de Jean-Luc Mélenchon, et donc on voit très bien que juste après le 10 avril, je vais vous les montrer. Donc là, c'est la courbe de l'abstention en gris, ça descend directement. Évidemment, c'est Macron qui gagne. Et pour Marine Le Pen, c'est à peu près stable. Donc là, c'est depuis une dizaine de jours, là, ici. Donc en fait, c'est un électorat qui est extrêmement sensible à ce qu'on lui demande de faire, surtout quand c'est au nom de la morale. Et donc le 10 avril au soir, c'est ah non, Macron, il m'emmerde, je vais pas voter pour lui, voire même ah bah si ça peut l'emmerder, je vais voter Marine Le Pen. Et puis ensuite, il y a quelques jours de JT et de médias écrits ou télévisés. Oui, mais ça nous montre les résultats des gens qui ont voté au premier tour. Oui. Et moi, la thèse que je développe, c'est que si on a une surprise au deuxième, ça viendra des gens qui n'ont pas voté au premier tour et qui viendront voter au deuxième. Et là, il n'y a aucun sondage dessus, on ne sait rien là-dessus. Non, c'est vrai. Il n'y a aucun sondage, donc on part du principe que c'est les mêmes qui vont aller voter, et j'en suis pas sûr du tout. Ouais, vous en êtes pas sûr. Moi, je dis simplement, les 26% qui n'ont pas voté, ou les 25% qui n'ont pas voté, ben, ils n'ont pas voté parce que personne ne les satisfaisait. Et maintenant, ils vont peut-être... J'ai entendu beaucoup que j'irai voter au deuxième tour, mais ce sera TSM, c'est-à-dire tout sauf Macron. Donc, pour moi, c'est une élection, où une surprise n'est pas impossible. Ouais. Je ne dis pas qu'elle va avoir lieu, je dis qu'elle n'est pas impossible. Ouais. Moi, Simplement parce que 25% des électeurs, il suffit qu'il y en ait 5% qui aillent voter, qui n'ont pas voté la fois d'après et qui votent TSM, et hop, c'est fini. Ouais, donc, c'est à Paris, mais je ne sais pas. Alors, je pense que ça va exister, et je pense que ça va être majoritairement acquis à Marine Le Pen, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Je pense aussi qu'il va y avoir une assez forte abstention, venant notamment du vote de gauche. Oui, mais si le vote de gauche s'en va et que les TSM arrivent, là aussi, ça change tout. Ouais, mais à mon avis, ça va pas suffire. Mais je sais pas. Moi, honnêtement, je fais pas de... Par contre, ce dont on peut discuter, parce que on pourra parler jusqu'à dimanche prochain, et on aura le résultat à 20h, mais ce dont il faut discuter, c'est ce qui se passe dans les deux cas, quoi. Enfin bref, on va pas faire les prophètes beaucoup plus longtemps que ça, parce que ça n'a pas un grand intérêt, surtout si vous regardez la vidéo. Je tiens à dire quelque chose d'essentiel, c'est que c'est un des deux qui va gagner. Oui, je pense aussi. Oui. Ça, je suis formel. Ça va être soit pile, soit face, oui. Oui. Ça va pas tomber sur la tranche. C'est ça. Ouais, pour ma part, je prédis un score de Marine Le Pen, à mon avis, entre 42 et 45, peut-être 46%. Enfin, au-delà de ça, je saurais pas trop me prononcer. Et j'espère avoir tort. Dans le bon sens, évidemment. Au-delà de ça, ce qui va être intéressant juste après, ça va être les législatives, parce que ce qu'on a vu par un cumul des deux élections présidentielles dernières, c'est évidemment une destruction totale des anciens partis de gouvernement, Parti socialiste et républicain, donc Parti socialiste qui sont fait bouffer par la droite en 2017 et par la gauche en 2022. Et par conséquent, ce qui est en train de se mettre en place potentiellement, c'est donc trois grandes forces politiques, un bloc centriste, un bloc de gauche et potentiellement un bloc de droite. Donc aux législatives, apparemment, donc le PS a fait complètement sauter ce qu'on appelle le cordon sanitaire. On peut pas faire une autre analyse. Ouais, allez-y. Là, j'ai parlé des trois blocs, il me semble que c'est vrai, mais vous pouvez faire une analyse qui est comme ça, c'est-à-dire que l'espèce de centre mou que représente Macron, c'est 35%, ou peut-être 40%, et le reste, que j'appellerais les révoltés, c'est qu'ils veulent pas voter pour un parti de gouvernement, mais qui veulent... ça représente 60%. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces 60% ont tout et pour tout aujourd'hui quelque chose comme 7 députés. C'est-à-dire qu'on a bâti un système où les 40%, à cause de la loi électorale, représentent 95% des députés. Ouais. Ce qui est quand même bizarre. Oui, bien sûr. Et donc, la vraie question, c'est que dans ces 60%, vous en avez 20 qui sont révoltés à l'extrême gauche et 40 qui sont révoltés à la droite. Et évidemment, ils ne réussissent pas à se mettre d'accord entre la révoltée de gauche et les révoltés de droite, quoi, ce qui est une drôle d'idée. Mais
Donc on arrive à ce paradoxe extraordinaire d'avoir 35% de la population qui en gouverne 65%. Et ça fait des années que ça dure. Et qui gouverne pour les intérêts des 35% contre les 60%. Ouais. Ça me paraît un système un peu dangereux, non, je sais pas. Non, bien sûr, c'est pour ça qu'on parle potentiellement de mettre la proportionnelle, même si on en avait déjà parlé en 2017 et que ça n'a absolument pas été fait. Mais peut-être que... Alors, à mon avis... Il ne peut pas changer de loi électorale avant les élections législatives. Non, on va avoir la vieille loi électorale. Ça, c'est sûr. Sauf que justement, pour essayer de faire sauter la règle qui est la règle du barrage républicain, qui marche traditionnellement dans un sens comme dans l'autre, même si c'est un petit peu plus. Il faudrait d'abord que les 40% de droite s'allient entre eux, puisqu'il y en a 30 qui sont dans un côté et 10 qui sont dans l'autre. Donc si les deux ne se mettent pas d'accord, les 40 sont cuites. Tout à fait. Mais alors, du coup, justement, le Parti socialiste veut faire une alliance de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tellement à la ramasse qu'évidemment, ils changent de stratégie. C'est normal, d'ailleurs. Ce qui va être intéressant de voir, c'est ce que les Républicains vont faire. Est-ce qu'ils vont faire chambre à part? Vous savez ce qui va se passer chez les Républicains. Il y en a les 2 tiers qui vont se barrer, qui vont rejoindre notre ami président. Et vous en avez une partie, et on va refaire avec Philippe le coup de La République en marche. Et donc, c'est tout beau, tout neuf, et il y a Philippe qui est un homme honorable et tout, qui contrôlera le président. On nous a fait le coup avec Bayrou, donc ça, on le voit à Bayrou comme une maison, donc les Républicains vont trahir, et puis on risque d'avoir une majorité de gouvernement pour Macron, quoi. Ouais. Mais alors justement, vous êtes favorable à une alliance des partis de droite pour les législatives? Si vous voulez, normalement, si les partis de droite avaient la moindre intelligence, je sais qu'on a la droite la plus bête du monde, mais on n'a pas la gauche la plus intelligente, hélas. On a aussi bien la gauche la plus intelligente, on a la capacité, mais il faut pas. Je suis pas sûr, c'est un lieu commun, mais je suis pas certain que ce soit vrai, parce que ces gens qui sont les plus bêtes du monde, ils réussissent à continuer à piller la France depuis 40 ans sans qu'on puisse les virer. Donc ils sont pas si bêtes que ça, quoi. En tant que classe. Oui. Si vous raisonnez, ils sont là pour le bien de la France, vous dites ils sont nuls, mais si vous êtes là en vous disant ils sont là pour leur bien à eux. Ah oui, là ils sont très forts. Là ils sont très bons. Ils sont très bons. Faut la grande classe là. La grande classe, ça ils y arrivent très bien. Donc vous avez ces gars-là. Et comment les virer? C'est la question à laquelle on ne réussit pas à répondre. Et en plus, les Français ne veulent pas qu'on y réponde, puisqu'il y a 35% des gens qui continuent à voter pour des gens qui sont des crapules, quoi. Ce qui est tout à fait étonnant, d'autant plus que ce centre et leur représentation, toute la bourgeoisie et tout, des classes qui devraient être honorables. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir les classes honorables voter pour des brigands. Moi, personnellement, j'en reviens pas. Bon. Donc, vous avez cette droite. Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, logiquement, vous devriez avoir une alliance Ciotti, elle est la partie souverainiste des Républicains, qui fait une alliance avec Zemmour, qui fait une alliance avec là, et ils se débrouillent pour mettre un candidat dans tous les sièges. C'est la position pour l'instant, enfin, je pense jusqu'à la fin. Si on a un républicain d'un côté et, je sais pas, Zemmour et Macron de l'autre, je sais pas ce qui va se passer, parce que là, on peut se faire battre dans tous les coups. Ah oui, complètement. On peut se faire avoir, alors que même une majorité est possible. C'est ce que je reproche énormément à beaucoup de gens qui sont de droite dans notre pays, c'est que on se donne les moyens de perdre. Ah mais ça n'arrête pas. Moi, personnellement, je connais bien un peu le sud-est, là où j'ai une maison à Avignon. Je me souviens de son exact. À Avignon, la droite doit représenter 60-65% de l'électorat, et on est battu à chaque fois. Oui, facile. Et on est battu à chaque fois parce qu'il y a 2 droites qui simplement se parlent pas. Oui, et parce que, voilà, et pareil, c'est ce qu'on voyait l'an dernier au régional, avec Muselier qui préfère faire une grande coalition jusqu'au Parti communiste, avec La République En Marche, avec et le maire de Nice, avec LFI, etc., plutôt que de laisser tranquille le Rassemblement National avec, son nom m'échappe, oui, Mariani, avec Thierry Mariani. Donc, écoutez, si on continue comme ça, si on réussit à se mettre d'accord tous les trois, si le Parti républicain se fait bouffer par la République En Marche et devient, avec le parti de Philippe, un croupion,
Ben, il faut être très clair, on est foutu. Vous pensez que arithmétiquement, c'est impossible de... Ben, écoutez, c'est pas difficile. Je crois que la dernière fois, il avait eu 370 députés avec 20% des inscrits. Oui, peut-être quelque chose comme ça. Il y avait une participation assez faible. Il y avait 50% des gens qui avaient été votés aux législatives. Et donc il avait eu même pas 20, je crois 20% des inscrits, je me souviens plus, et il avait eu les 2 tiers de l'Assemblée, une assemblée imbattable. Donc la Ve République a été, la Constitution a été créée pour que le peuple ne puisse pas exprimer sa voix, son vote, sauf en cas de référendum. Or, ils n'ont pas fait un référendum depuis celui de Maastricht, de la Constitution européenne. Ouais. Donc, là, il est évident que si le peuple ne réussit pas à ou si les leaders du peuple ne réussissent pas à s'organiser, c'est-à-dire les leaders de droite, parce qu'aujourd'hui, le peuple est à droite, le peuple n'est plus à gauche, ce qui va se passer, c'est que on va garder les mêmes au pouvoir. Oui, là, c'est ce qui risque d'arriver sur le temps très court. Mais le temps très court, il y a encore 5 ans à tirer après. Mais ce qui pourrait être intéressant... La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une telle merdier économique dans les 2 ans qui suivent qu'il va peut-être mieux que ce soit pas Marine qui soit élu. Peut-être, oui. C'est sûr qu'on lui aurait fait porter les conséquences de... Tandis que là, c'est lui qui va devoir gérer la crise énergétique, le chômage... J'en discutais avec un homme politique. Il y a des telles tensions qui apparaissent en Europe à cause de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Si vous voulez, la politique contre la Russie et l'Ukraine est faite par les Pays-Bas et la Pologne aujourd'hui, qui forcent tous les autres pays à suivre leur jusqu'au boutisme, parce qu'ils sont jusqu'au boutisme contre les Russes, pour des raisons historiques que je comprends très bien. Mm-hmm. Mais il y a d'autres tas de pays, dont les Allemands, que ça commence à exaspérer, parce qu'ils ont besoin d'énergie russe. Donc cet homme politique, qui n'est pas plus bête qu'un autre, qui est assez compétent, qui est assez connu, me disait qu'il n'était pas du tout sûr, qu'il y avait des telles tensions qui apparaissaient à Bruxelles, que l'Europe soit encore là dans 2 ans. Ah oui ? Oui. Il me dit que c'est effrayant. Au moment même où on dit justement l'Europe se fait, enfin, on se met d'accord sur tout. Il n'est pas sûr du tout, parce qu'il n'y a rien qui marche. Ouais. Tout est bloqué, il n'y a rien qui marche. Donc si on a une crise européenne majeure, je ne sais pas ce qui va se passer, moi. Mm-hmm. Et donc... je te fais faire oser une image. Il y a le 3e tour, et la droite est tellement bête qu'elle va se débrouiller encore pour se tirer une balle dans le pied. On peut le craindre. Mais il y a le 4e tour qui arrive, qui est l'économie réelle qui va les rattraper. Et donc le 4e tour, ce sera peut-être l'économie réelle. Peut-être, oui. Donc je sais pas, mais je dis ça aux gens. C'est pas que je sois pessimiste. Moi, je cherche à être ni pessimiste ni optimiste, mais à être réaliste. Mais quand je vois les Bayrou, quand je vois Philippe, tout ça, je me dis, mon Dieu, si les Français votent pour ça, c'est bien embêtant. Oui, c'est sûr. Surtout 2 fois. La première fois, c'était compréhensible. La deuxième, mais Bayrou, on ne peut pas dire que c'est la première fois, parce que ça fait 35 ans qu'il traîne. Oui, c'est sûr, ouais. Mais bon, au moins, on l'a jamais élu à la fonction suprême, quoi. Je voudrais rebondir sur... on a encore un petit peu de temps. Je voudrais rebondir sur une note un petit peu plus positive qui n'a absolument rien à voir avec les élections présidentielles. C'est ce que peut faire la droite, culturellement, économiquement, dans le monde, indépendamment de quelque élection que ce soit. Donc je voudrais parler un petit peu notamment d'Elon Musk. Donc Elon Musk, qui a acquis des parts de Twitter il y a quelques temps. Elon Musk, c'est celui qui a créé Tesla, qui est l'homme le plus riche du monde. Tout à fait, oui. Tesla. Pour ceux qui ne sauraient pas. D'autres trucs, la messagerie Signal, PayPal aussi, je crois. Enfin bref, plein de trucs. Les fusées qui mettent les satellites à 1/3 du prix de ce que fait SpaceX. Et qui arrive en plus à les réutiliser, à les poser et à les réutiliser. Donc c'est assez remarquable. Donc cet homme-là a acquis des parts de Twitter il y a quelques temps, 8,2%, un truc comme ça.
En plus, c'était assez drôle parce que c'était juste après quelques jours après un sondage qu'il avait mis sur Twitter. On peut faire ça sur Twitter. Il avait dit: est-ce que vous pensez que Twitter est une plateforme qui garantit la liberté d'expression? Et il a rajouté derrière en commentaire: les résultats de ce sondage vont être extrêmement importants. Parce qu'évidemment, il y a au moins les 2/3 qui ont dit que non, qu'il y avait de la censure sur Twitter, etc. Mais c'est pas qu'il y a la censure. Il censure une partie de l'opinion. Oui. Et pas la deuxième. D'ailleurs, vous vous doutez de laquelle. C'est ça. Et donc, quelques jours après, il acquiert des parts de Twitter. Et là, il y a quelques jours, il refait une offre assez iconoclaste, pour le moins. Il propose de racheter 100% de Twitter pour un petit peu plus que la valorisation. $54 milliards. C'est ça, alors pour que la 54 capitalisation milliards. boursière était à 45, je crois. C'est ça. Donc ça, les gens vont gagner de l'argent, ils sont contents. c'est ça fait à peu près un progrès, je crois, de 14% sur chaque part, un truc comme ça. Et donc il dit, voilà, ce que je propose, c'est pour 54 milliards, je rachète 100% de Twitter. Ensuite, je sors Twitter de la bourse, comme ça plus personne ne peut racheter de parts, et je peux en faire ce que je veux. Et je veux en faire une plateforme de liberté d'expression totale. Et ça, c'est le genre d'initiative qui est extrêmement intéressante. Pas juste parce qu'un milliardaire propose de racheter Twitter, mais parce que on est très habitué aux milliardaires qui sont très mondialistes, qui sont très à gauche, les Bill Gates, les Jeff Bezos, etc., qui factuellement financent les campagnes des démocrates, etc. Et là, on a le plus gros milliardaire au monde qui, pour une fois, est plutôt penchant républicain. Et il propose de faire ça. Il n'est pas républicain, il est, si j'ose dire, anarcho-libéral. C'est-à-dire qu'il croit à la liberté d'expression, il croit à la compétition, il croit à tous ces trucs-là. Donc, il dit, en tout cas, il déteste la bien-pensance. Oui, ça c'est certain. Et surtout, il déteste c'est un homme de droite comme on les aime, c'est-à-dire qui adore la liberté d'expression. Ouais. Alors que la gauche, par définition, cherche la censure, l'homme de droite, il adore se mettre sur la gueule avec quelqu'un pour discuter des idées. Donc c'est un type puissamment intelligent, extrêmement original, sud-africain d'ailleurs à l'origine. Et pour moi, c'est très intéressant ce qui se passe, vous avez raison de le souligner, parce que Twitter avait été créé par un gars qui s'appelait Jack Dorsey, qui a ensuite embauché tous les gars qui travaillaient, etc. Et ces gars-là avaient littéralement monté une espèce de coup d'État contre lui pour s'en débarrasser. Parce que lui aussi, il était un peu un art. Et il l'avait forcé à vendre toutes ses parts, il ne restait plus que 0,5. Et donc, si je devais utiliser c'est comme un certain nombre de ces grandes ONG qui ont été capturées par des trotskistes, si vous voulez, et qui font ce qu'ils veulent, parce mais il n'y a plus de contrôle capitalistique, parce que c'est en quelque sorte, c'est les gens qui travaillent dedans, qui ont plus de contrôle, qui exoté tous les gars qui n'étaient pas d'accord avec eux, et qui font leur politique à partir d'un outil qu'ils n'ont pas créé. Et là, d'un seul coup, Twitter, les trotskistes se retrouvent, je ne sais pas s'ils sont trotskistes, mais probablement, se retrouvent devant un vrai blocage, c'est-à-dire un type dit, j'achète tout, et je vous vire. Et la grande surprise, c'est que Jack Dorsey, qui était le créateur original, qui était lui plutôt à gauche, mais raisonnablement, est plutôt d'accord avec lui. Et donc on se retrouve devant On avait dit, après que Trump ait été viré de Twitter, etc., qu'il fallait que la droite crée des outils de droite. Ce que fait Trump est beaucoup plus intelligent. Pas Trump, Musk. Ce qu'il fait, c'est beaucoup plus intelligent, c'est qu'il sert de sa fortune pour racheter des trucs qui ont été dévoyés par la gauche et les ramener dans leur projet initial, qui était un Internet neutre, où chacun pouvait exprimer ses idées, et s'il y a des idées qui ne sont pas bien, on va devant les tribunaux, mais on ne fait pas de la censure a priori. Et ça, c'est une innovation extraordinaire, parce que si ça marche, il va y en avoir d'autres qui vont le faire. Hein. Oui, tout à fait. Voire même lui qui recommence. Walt Disney. Ouais. Walt Disney, c'est devenu des propagateurs d'ordures, littéralement. Et les propagateurs d'ordures, là, Disney, c'était un type convenable, qui était tout à fait républicain, qui a été le premier écolo, puisqu'il avait fait
Déserts Vivants, qui était le premier grand film sur les animaux, etc. Donc, Disney était capturé par des trotskistes comme ça, qui veulent parler que de ce qui intéresse ces gars-là, c'est-à-dire la transsexualité, tous ces trucs-là, et ils veulent qu'on enseigne aux enfants de moins de 3 ans. Moi, si j'enseigne à mon petit-fils de moins de 3 ans ce que c'est qu'un transsexuel, il va me regarder avec des yeux ahuris en disant que c'est que ce truc. D'abord, il comprend même pas ce que c'est. Donc, on voit bien qu'il y a eu une prise de pouvoir par des espèces de groupes organisés, les Soros de ce monde, dans tous ces organismes, et qu'il commence à y avoir c'est la première vraie contre-attaque qui se passe contre leur pouvoir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Elon Musk est 50 fois plus riche que pas Jeff Bezos, mais que justement George Soros. Oui. Et que en plus, j'avais lu des articles qui disaient que si sa fortune continuait à croître comme ça, il allait dans les 3 prochaines années à peu près être le premier trillionnaire du monde, donc avoir 1000 milliards. Parce que, bon, je crois que la voiture électrique, il a exploité au maximum, celle-là devient l'origine de sa fortune, mais ce qui se passe dans le domaine des fusées, ce qu'il fait dans le domaine de la conservation de l'énergie, enfin, il a plusieurs cordes à son arc, et c'est un remarquable investisseur, puisqu'il a été à l'origine aussi, il était, je crois, au départ de PayPal, c'est là où il a trouvé son argent. Donc, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est là où le capitalisme, c'est très malin par rapport aux autres, c'est qu'il ne cherche pas à suivre la stratégie qui a marché le coup d'avant. Le coup d'avant, c'était ce qu'a fait Soros, c'est-à-dire d'infiltrer les gens dans le plan de contrôle du ministère de la Justice, de la Cour de justice européenne en douce. Il fait une attaque frontale, il dit je prends ça et je vire tout le monde, et ensuite on revient là où on aurait dû être. Ouais. C'est quand même beaucoup plus intéressant comme stratégie. Et c'est aussi beaucoup plus noble, parce que l'idée, c'est pas juste de dire... C'est pas juste de dire je prends le contrôle et je vire tous les gauchos parce qu'ils me plaisent pas, c'est je prends le contrôle et liberté d'expression pour tous. Voilà, alors je sais pas s'il virera les gauchos, mais s'il y a quelqu'un qui cherche à faire quelqu'un d'un d'autre, il sera viré. C'est ça. Donc les gauchos, ils seront peut-être obligés de rester. Mais j'ai vu ça toute ma vie. Par exemple, vous avez un homme richissime, Ford, il y a un siècle, qui crée une fondation pour aider le commerce international, etc., les relations internationales. C'est la Fondation Ford. Et c'était un... Dieu sait qu'il était de droite, ce brave Ford. Hein. C'était un peu fatigant même. Et au bout de 30 ans, cette Fondation Ford est devenue un machin qui a été noyauté par toute la gauche américaine et qui est devenu porteur de tous les messages un peu cons que peut porter la gauche américaine. Ouais. Et donc, vous voyez cette capacité de la gauche à se faire comme le Bernard l'Ermite, là. Ils rentrent dans un coquillage qui n'est pas à eux, et ils continuent, ils croissent. Donc, cette capacité de reprendre le coquillage et de virer le Bernard l'Ermite pour permettre aux gens normaux de se développer, je trouve ça au poil, moi. Ouais. Et d'ailleurs, pour faire un petit peu le pont entre lui et ce que vous avez dit sur Walt Disney, enfin sur Disney, il a justement parlé, Elon Musk, c'était hier je crois sur Twitter au moment où on enregistre, à propos de Netflix. Oui, qui a perdu 200 000 abonnés. Netflix qui a perdu 200 000 abonnonnés, qui prévoit d'en perdre encore plus, parce que je pense qu'avec le confinement et le fait que tout le monde connaisse Netflix, ils ont déjà eu leur pic d'utilisateurs. Et en plus de ça, c'est que Netflix a été aussi tout à fait dans la direction de Walt Disney, c'est-à-dire qu'ils allaient vers toutes les thèmes sociaux à la mode, l'économie woke, etc. Exactement. Donc, on se rend compte que la contre-attaque contre les woke et les transgenres, si je veux dire, j'ai rien contre eux, mais ils doivent représenter 0,1% de la population, a peut-être commencé. C'est-à-dire qu'effectivement, sur cette dernière décennie, on s'est aperçu... on avait perdu la bataille culturelle, on est peut-être en train de la regagner. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une alliance entre les plus grandes entreprises au monde et ce qu'on appelle la woke culture, donc avec tout ce qui est LGBT, Black Lives Matter, etc. Ça s'est vraiment énormément accéléré les 3-4 dernières années. Et ce qu'on voit, c'est que cette stratégie, elle est
pas forcément payante dans tous les cas, et donc Netflix, justement d'ailleurs Elon Musk disait hier que c'était une erreur énorme d'être comme ça à fond dans la woke culture, que ça emmerdait tout le monde, que c'était le cancer de la civilisation, et donc que tout le monde en a marre, et que maintenant il serait peut-être temps de résilier son abonnement Netflix, ou alors peut-être que Tesla peut racheter Netflix pour en refaire une plateforme correcte. Correcte, ou Walt Disney, c'est-à-dire que moi je me souviens Walt Disney, c'était une vraie mine d'or ce truc. Parce que vous aviez Blanche-Neige et les 7 nains, vous aviez Cendrillon, vous aviez La Belle et le Clochard et tout. Et tous les 10 ans, vous aviez des nouveaux clients pour ce truc-là, si vous voulez. Déjà, tous les gamins qui étaient nés 10 ans après, ils allaient voir ça, ils étaient contents, tout le monde était ravi. Et ils ont transformé ça en une espèce de machine de guerre pour expliquer que l'homosexualité, c'était normal. Je dis pas que c'était normal, mais enfin, je pense pas que ça passionne un enfant de 10 ans, l'homosexualité, j'en sais rien, mais je crois pas. Moi, j'ai découvert ces trucs-là quand j'avais 15-16 ans, j'en revenais pas, quoi. C'était... je me disais... En plus, j'avais du mal à comprendre ma propre sexualité, alors ce truc-là, ça me paraissait un peu curieux. Enfin, je veux dire, je sais pas comment vous étiez vous, mais moi, à mon époque, là, l'homosexualité, c'est quelque chose dont on parlait assez peu. Mon jeune frère était homosexuel, donc j'ai découvert après ce que c'était, mais enfin, pour moi, c'était un truc curieux. C'est pas que je dis que c'est bien ou c'est mal, c'est que... il y a des choses plus importantes dans la vie, quoi. Mais surtout, ça n'a pas lieu d'être une propagande pour les enfants. Mais voilà, c'est ça. Je vois pas ce que j'aurais gagné à apprendre tout ça quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Quoi. Et c'est pas ce qu'on est censé apprendre quand on est enfant. C'est pas ça qu'on a. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça qu'on a envie d'apprendre à nos enfants. Vous imaginez le petit Nicolas, si on lui apprenait ce que c'était l'homosexualité quand il a 7-10 ans et qu'il est invité chez la petite fille d'à côté et qu'il est malheureux comme tout parce qu'il comprend pas pourquoi elle joue comme ça. Oui, et ça s'étend au maximum, évidemment, c'est dans la liberté du genre et de l'identité. C'est-à-dire que c'est pas juste une question de sexualité, mais c'est aussi une question d'identité sexuelle derrière. Donc on va avoir des petits-enfants, on leur dit « Ah bah peut-être que tu es un homme, peut-être que tu es... peut-être que tu es un garçon, peut-être que tu es une fille. » C'est en fonction de ce que tu choisis. Peut-être aussi que si tu veux, tu es un tyrannosaure, si tu en as envie. Mais moi, quand j'étais enfant, quand un type disait « Je suis Napoléon », on le mettait dans un asile, hein. Je vois pas la différence entre dire je suis Napoléon et je suis une femme alors que je suis un homme. Je veux dire, c'est-à-dire que ce que je pense être, je suis. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Mais derrière, ça peut s'appliquer à énormément de domaines. Et qu'est-ce que je veux dire ? C'est que, évidemment, si on s'adresse à des enfants en ces termes, et qu'en plus derrière, on fait pousser des législations qui font qu'on n'a pas le droit, un parent n'a pas le droit de s'opposer à la transition de genre Canada, de leur enfant. Il y a des Canada où il y a des endroits, par exemple, là où mon fils vit, etc., où un professeur peut littéralement décider de demander à ce qu'un enfant, sans l'autorisation des parents, on lui file des produits pour transformer le genre, quoi. Et le parent peut se retrouver en prison s'il s'y oppose dans certains États. Je veux dire, mais c'est... Enfin, il y a des trucs qui sont quand même curieux, quoi. Donc c'est à ça que... Donc il y a peut-être un retour du bon sens. Peut-être, justement, on a des retours de législation dans certains États des États-Unis qui font justement machine arrière sur ce genre de choses. Qui empêche ce genre de choses. Donc effectivement, on est allé là tellement loin dans le progressisme sur ce côté-là que effectivement on est peu... Quoi ? Vous êtes sûr que c'est un progrès ? Non, ce n'est pas un progrès. C'est l'idéologie progressiste. Effectivement, un progrès, c'est ce que j'appelle un changement positif. Pour moi, ce n'est pas un changement positif. On doit appeler ça comment ? Je sais pas. L'imbécilité ? Imbécilité ou maladie mentale. Vous remarquez pour que la plupart des gens certains, qui font ça, qui poussent ces idées, etc., n'ont pas eu d'enfant. Oui, pour beaucoup, oui. Ils n'ont pas eu d'enfant. Donc ils ont des idées très nettes. C'est comme Rousseau qui avait des idées très nettes sur la façon dont il fallait les enfants, mais qui abandonnait les siens à l'assistance publique, quoi. Ouais. La caractéristique des gens qui veulent faire des choses aux enfants qui ne sont pas bien claires, c'est qu'ils n'en ont pas eu. C'est vrai dans beaucoup de cas. Enfin bref, je voulais terminer sur cette note un peu positive. Là, ça commence à faire pas mal de minutes, cet enregistrement. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Surtout, on espère que vous allez bien voter, parce qu'on ne peut pas vous dire de voter bien, parce que vous l'écouterez, vous avez déjà voté. Oui, c'est ça. Espérons que ce ne sera pas le dernier vote que vous ferez. Ouais.
Espérons. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne YouTube. On est aussi sur Twitter, justement. On est sur Instagram. On est même sur TikTok. On a des vidéos de Charles qui parlent des banquiers centraux. Donc, ça, c'est à mourir de rire. Et donc, je vous dis à très bientôt pour Et n'oubliez pas de lire. Allez sur l'Institut des Libertés pour lire. Tout à fait. Que la pensée, quand elle a été écrite, est plus formulée, plus claire et plus formulée qu'une pensée orale. Absolument. Donc, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Et merci pour nous regarder de plus en plus nombreux.